orale donc, petite interview à propos d'un dicton célèbre, un esprit sain dans un corps sain. Qu'est-ce qu'un tel dicton vous inspire? Si j'ai réfléchi par rapport à mon vécu, ce qui est certain, c'est que en tant que garçon des villes, travaillant finalement, on va dire dans le tertiaire, hein, c'est-à-dire homme de plume, si j'avais pas fait du sport, j'aurais pas eu cette capacité comment dirais-je, d'entretenir mon corps et de tenir à peu près dans un état à peu près valide jusqu'à l'âge qui est le mien, 53 ans. Parce que dans le temps, les hommes étaient soit montés à cheval, travaillaient dans les champs, travaillaient dans l'industrie lourde, enfin, tu vois, se dépenser physiquement. C'est vrai que nous, on est dans une période là où l'homme ne fait pas grand-chose de son corps et en fait décline assez vite. Donc de ce point de vue-là, ça m'a préservé. Et puis l'autre aspect aussi, c'est que comme on vit aussi une période assez peu mythique, où il ne se passe pas grand-chose, le fait de faire du sport et notamment de la boxe, d'y aller 3 fois par semaine, ça crée une espèce d'intensité quand même, parce que la boxe c'est un truc où c'est un succédané de la guerre d'une certaine manière, il y a une dimension un peu héroïque, une fraternité, un petit peu de danger, un petit peu de souffrance, et tout ça à mon avis m'a permis notamment par exemple d'échapper par exemple à la drogue, m'a aussi permis d'échapper à la dépression parfois. Parce qu'il y a tout un aspect rituel du sport, c'est le fait d'y aller 3 fois par semaine. En fait, il faut être très régulier pour faire du sport. Donc, le critère premier, c'est la régularité. C'est-à-dire ne pas louper l'entraînement. Donc de savoir que tous les 2 jours minimum, des fois même je m'entraînais tous les jours, tu vas t'entraîner, que tu as un projet de progression, des adversaires que tu retrouves, le désir aussi effectivement, de gagner par rapport à d'autres adversaires plus forts, plus ou moins, qui peuvent être plus forts que toi. Tout ça te met dans une disposition d'esprit assez saine, ça c'est certain. Et moi ça m'a sans doute beaucoup aidé, surtout à l'époque où je traînais beaucoup dans les boîtes de nuit, où je traînais pas mal dans les bistrots, par rapport à d'autres camarades qui sont devenus héroïnomanes, alcooliques, aujourd'hui qui n'ont plus de foi et qui sont des épaves physiquement ou morts même. Je pense que je suis celui qui est en meilleure forme, c'est parce que j'ai toujours fait du sport. Donc de ce point de vue-là, en préservant mon corps, ça a sans doute préservé le reste, c'est-à-dire l'esprit aussi, parce que je dis, échapper à la dépression, échapper à la décrépitude, être aussi maintenir un certain enthousiasme aussi et un certain dynamisme, quand tout ça est lié. Donc je crois de ce point de vue-là que c'est ce que j'ai fait sans doute par la lecture, les réflexions et les études, ce que j'ai fait de mieux dans ma vie sans doute, c'est de rentrer dans une salle de boxe à l'âge de 18 ans, parce qu'avant je venais du tennis de table, il faut savoir, j'étais classé en tennis de table, et en fait ça commençait à m'agacer ce sport de teigneux, où la violence était, comment dirais-je, la médiation d'une petite balle. Et en fait j'ai décidé, d'abord pour améliorer mon jeu de jambes, pour progresser, d'aller vers la boxe. Et en fait je suis rentré dans une salle de boxe pied-point, boxe française, et très vite j'ai abandonné complètement le tennis de table qui m'a semblé être un sport de mesquin, quoi, pour aller vers ce sport du contact direct qui est la boxe d'abord pied-point, puisque j'ai commencé par le jiu-jitsu, puis très vite la boxe française. Après la boxe française je suis allé dans la meilleure école qui est l'école Lafont Père et Fils, là. Et après je suis passé à la boxe anglaise pour améliorer mon travail des points. Enfin, j'ai suivi le cursus logique de quelqu'un qui s'intéresse sérieusement à ce sport-là. Et ça m'a à mon avis bien aidé, notamment par exemple même pour l'écriture. Ça m'a sans doute aidé. Parce que cet équilibre que j'avais, cette régularité, cette discipline, c'est le mot qu'il faut trouver, que j'avais grâce au sport, j'ai pu le répercuter dans mon travail d'écriture. C'est la même chose. Écrire un livre, c'est passer des mois, tous les jours, à faire des heures d'écriture. C'est pas du tout basé sur contrairement à ce qu'on croit, sur l'inspiration, sur les conneries, c'est basé sur la régularité. Et en fait, il y a un point commun entre le sport et l'écriture, c'est la régularité, la capacité à souffrir sur modestement sur la durée, c'est-à-dire présent à l'entraînement, faire ses pages d'écriture, être régulier, accepter un peu de souffrir, parce que finalement l'écriture c'est un peu comme le footing, il faut s'y mettre, c'est toujours difficile la première heure d'écriture, et donc un esprit sain dans un corps sain, sans doute, oui, c'est sans doute vrai. Oui, cette phrase-là, un esprit sain dans un corps sain, qui nous vient des Grecs, et qui est très liée à l'histoire des élites grecques, notamment
Platon, de son vrai nom, s'appelait Aristoclès, qui veut dire le large d'épaule. Il avait participé aux Jeux Olympiques dans la catégorie pugilat, c'est-à-dire qu'il boxait, et que chez les Grecs, il n'y avait aucune opposition entre la maîtrise, la virtuosité gestuelle et la maîtrise du logos. Et ça s'oppose totalement à toute la pensée européenne, on va dire décadente à partir du romantisme. On voit avec Baudelaire, tous les poètes alcooliques, voire syphilitiques, qui séparent totalement le corps de l'esprit, et où l'esprit est censé être d'autant plus grand que le corps est misérable et surtout méprisé. Et on a ça, tout ça se réalise très bien dans la pensée 70. Hein, avec les gauchistes tout maigres, et très verbeux, notamment cette arrogance de Bernard-Henri Lévy qui est très typique, qui fait toujours exprès de dire de manière surjouée qu'il ne connaît rien au sport, avec un ricanement, qu'il ne connaît rien au football, que ça ne l'intéresse pas car il est un intellectuel. Et en fait cette vision d'opposition de la pensée et du corps est totalement contraire à ce que nous apprend la psychologie. Et en fait, dans la structuration de l'enfant, la maîtrise corporelle est très liée à l'épanouissement cognitif. C'est les travaux d'Henri Vallon. Et donc en fait, de ce point de vue-là, ça valide seulement la phrase des Grecs et leur vision du monde, mais ça montre bien toute cette arrogance d'une certaine bourgeoisie de gauche, haineuse de tout ce qui est maîtrise du corps, haineuse de tout ce qui est physique, qui est aussi le mépris du travail manuel et de la force aussi du prolétaire et du travailleur de force. Hein. C'est aussi des rapports de classe. Ça montre bien toute cette idéologie qui a été dominante, on va dire, je dirais, de la période des romantiques décadents jusqu'aux années 70, et qui s'est un peu d'ailleurs arrêté dans les années 80 avec ce culte du corps néo-américain, mais qui est d'ailleurs pas un culte de la maîtrise, qui est un culte des bodybuilders, c'est-à-dire quelqu'un qui maîtrise rien, mais qui est dans l'esthétique de la musculature. Donc, en réalité, est un mec qui est assis sur des appareils, alors que dans l'idée de la maîtrise, notamment de la boxe, il n'y a pas de travail de gonflette. C'est essentiellement un travail d'équilibre, de précision, de vista, etc. Donc dans les années 80, il y a eu une fausse réhabilitation du corps sain, mais qui est en fait assez malsain, parce qu'il n'y a rien de plus malsain qu'une salle de musculation, gymnase club, où des secrétaires mâles et femelles, avant de retourner au boulot, font du stretching ou des appareils pour essayer de se donner un corps d'athlète, alors qu'en fait ils se sont souvent à la limite des handicapés. Ils n'ont aucune maîtrise physique. Ça c'est assez années 80. Et moi j'ai toujours continué mon sport basé sur la technique, la capacité de souffrir, la régularité à l'entraînement, et assez peu spectaculaire. Parce que en boxe on ne fait pas traditionnellement, sauf à très haut niveau peut-être, il n'y a pas de travail de musculation. C'est tout avec avec le poids de corps, quoi. Et ça c'est aussi sans doute ce qui fait que je me suis à peu près maintenu, parce que tous les types que j'ai connus qui ont fait de la gonflette, le problème de la gonflette c'est que tu gonfles et tu dégonfles. Quand tu arrêtes, tu t'effondres. Et c'est assez monstrueux. Le problème, pareil, on le voit avec Schwarzenegger, le piège du type qui a fait de la muscu et qui arrête parce qu'il vieillit, et ses muscles s'effondrent, et ça devient en fait une sorte d'handicapé. On le voit quand on voit Schwarzenegger aujourd'hui, qui en plus est un type, je crois, qui a de gros problèmes dialysés, etc., les reins foutus, tout ça. Alors que dans cette approche que j'ai essayé d'avoir moi, intuitivement d'ailleurs, ça me permet je le dis, à 53 ans, de continuer à pouvoir courir, à pouvoir plonger, à pouvoir nager, à pouvoir envisager l'avenir aussi, parce que je ne me pense pas comme un vieillard. Et puis aussi, c'est pas aussi, ça a un sens, le fait que dans mes rapports à l'autre, ma maîtrise à peu près de mon corps me donne une petite aisance par rapport à beaucoup de gens, qui fait notamment que dans le monde des médias, le monde des intellectuels, qui est un monde justement sans corps, et assez lâche d'ailleurs, ça me donne une certaine tranquillité par rapport à ces gens-là. C'est-à-dire qu'en fait, pour le dire simplement, ils me crèvent un peu physiquement, et du coup ils sont moins arrogants que ce qu'ils pourraient être. Et ça c'est assez agréable en fait. J'en retire finalement sur la distance un certain bénéfice. Le fait qu'ils savent que j'ai fait de la boxe, que je suis instructeur de boxe, etc. Ils sont un tout petit peu plus respectueux. Et je vois même dans la rue, parce qu'on me reconnaît beaucoup dans la rue,
quand je me fais emmerder, c'est par des groupes. Il faut vraiment que les types soient 5-6 pour m'emmerder, sinon il y a un regard un peu hostile, un peu haineux, mais je ne subis pas d'agression. Je pense pas que Georges-Marc Benamou serait venu me gifler comme il a giflé Nab à la sortie d'Apostrophe. Par contre, bon, il aurait peut-être envoyé d'autres gens, mais ça aussi c'est un petit avantage. Donc de ce point de vue-là, effectivement, un esprit sain dans un corps sain, quand tu n'es pas dans la trouille, quand tu es à peu près dans la maîtrise de ton corps et de cette capacité offensive, tu peux peut-être être un peu plus serein dans la discussion, un peu plus serein quand tu te balades dans la rue, un peu moins tendu dans ton rapport à l'autre. Tout ça, à mon avis, joue dans le quotidien, parce que les gens qui me connaissent, c'est vrai, quotidiennement, savent que je suis un mec assez cool en fait. Je suis très tendu sur les plateaux de télé, justement parce que t'as pas droit, si tu veux, tu te fais agresser verbalement et t'as pas le droit de répondre physiquement. Mais dans la vie réelle, où justement je réponds assez facilement à une agression verbale par une réponse physique, et ben en fait je suis assez cool, justement grâce à ça. Donc un esprit sain dans un corps sain, effectivement. Voilà. Mais pas a priori. Quand j'y réfléchis, sans doute. Vous étiez tout à l'heure un petit peu cette tendance des secrétaires mal ou femelles à se rendre dans le club de gym. Est-ce que cette citation d'esprit sain dans un corps sain, est-ce que ça équivaut à on fait d'idolâtrer la beauté ou c'est autre chose? Non, je crois pas. Chez les Grecs, il y a la beauté du corps fonctionnel, mais c'est la beauté du corps fonctionnel. Et en fait, on voit bien que dans la dérive, notamment du bodybuilding, ça devient une monstruosité et qui en fait a des muscles hypertrophiés qui n'ont pas de fonction. C'est-à-dire que le bodybuilder ne sait rien faire d'autre que de s'exhiber. Il n'y a pas de maîtrise et en plus il n'est pas performant. C'est pas un sportif de haut niveau en fait. Il n'est pas performant parce qu'il a un problème cardiaque. Il a des muscles qui consomment beaucoup trop d'énergie. Souvent d'ailleurs il a un corps qui est relativement dysfonctionnel. Un culturiste ne peut pas courir pratiquement, il est très maladroit au niveau gestuel, il est gêné par sa musculature. Je dis club med gym et chirurgie esthétique parce que ça renvoie à cette même conception du monde, nécessitation d'esprit sain dans un corps sain. Bah non, en fait, là on voit que c'est totalement dévoyé et décadent, puisque ça. En fait, la caricature, c'est l'employé de bureau gay, bodybuildé et tatoué, quoi, qui est assez loin du corps grec. En plus, le corps de sportif grec, si tu regardes bien, c'est un corps assez naturel. Hein. Et surtout, c'est un corps fonctionnel, puisque c'est un type qui lance le javelot, le disque, qui court, et qui sait faire des choses. Alors que le truc du gym, c'est. D'ailleurs, moi j'ai toujours détesté ce genre de truc, c'est pour ça que la boxe, tu fais du sport sans t'en rendre compte, parce que justement, il y a une pratique. Il n'y a rien de pire que de faire ce qu'on appelle des appareils. Faire des appareils, c'est horrible, j'ai jamais supporté. C'est-à-dire passer 1h30 sur un banc, à faire des espèces de gestes répétitifs avec le pire geste de tout le sport pour moi c'est ça. C'est le type qui fait, dont tout le travail consiste à faire gonfler son biceps, il fait ça, il n'y a rien d'autre, comme ça lui fait des gros bras. C'est le truc de l'américain, le truc du connard américain, c'est ça, c'est d'avoir des gros bras, mais il n'a rien, il n'a pas d'équilibre, il n'a pas de maîtrise. Souvent il n'y a pas de coordination musculaire cohérente parce qu'il travaille assis, tu vois. Les types ils travaillent en général le haut, ce qui se voit, les bras, c'est vraiment la symbolique du bras. Or on sait quand on fait des sports de combat par exemple que le bras sert pratiquement à rien en fait. La puissance est dans les appuis, le geste, le dos, la transmission, quoi. Et on voit beaucoup de grands boxeurs punchers qui sont très fins et qui n'ont pas de gros bras. Et tout ça, en fait, oui, c'est quand l'esthétique de la fonctionnalité remplace la fonctionnalité réelle. Et effectivement, quand c'est les années 80, l'espèce de soi-disant retour au corps sain des Grecs produit quelque chose qui est totalement, finalement, l'inverse, décadent, et qui est l'antithèse du corps 70 maigre, du gauchiste anti-sport, mais qui finalement n'est pas tellement mieux, parce que t'as le gauchiste maigrelet, fumeur de shit anti-sport 70, et après t'as l'employé de bureau crypto-homosexuel, bodybuildé 80. Dans les deux cas, c'est un échec, c'est un ratage. Moi, j'ai continué mon petit parcours finalement de type qui allait 3 fois par semaine à la salle et qui essayait d'apprendre, de maîtriser un sport en ne recourant jamais à la gonflette, par exemple. Parce que justement, je savais que c'était fictif et que surtout que je l'avais vérifié justement par la boxe, que souvent les types qui étaient très balèzes, qui avaient fait de la gonflette, n'étaient pas du tout des types qui frappaient. Ça n'avait rien à voir. Et ça m'a évité tous ces pièges-là. Et
tant mieux, parce qu'effectivement, plus tu vieillis, quand tu as ce genre de corps, plus tu as du mal à le garder, et quand tu as un corps de bodybuilder s'effondre, c'est très très laid. Notamment avec les pectoraux qui deviennent des vieilles mamelles qui pendent. On le voit chez Schwarzenegger, hein. Ça va être très compliqué pour lui maintenant de... Même comme il s'appelle là, Sylvester Stallone, il commence à rentrer dans la phase où ça devient très compliqué pour lui de garder le corps qui s'est défabriqué. Et qu'il a presque un côté malade maintenant. Il sent qu'il doit être obligé de faire des trucs qui sont pas très... de l'ordre de la chimie pratiquement pour essayer de garder ce corps qui s'est défabriqué. Moi j'ai pas ce problème-là. Monsieur Soral, Bonsoir. après cette initiation à la boxe française, on aimerait savoir, grande question, s'il y a un sport de combat idéal. Est-ce que ça existe ou non ou c'est un mythe? On est beaucoup à se poser la question. Alors, le problème tel que je le conçois, c'est qu'il y a deux types de sports de combat. Il y a le sport de percussion, point ou pied-point, et le sport de saisie, projection, clé, étranglement, c'est-à-dire tout ce qui est dérivé, on va dire, du judo. En fait, le problème, c'est que ces deux sports totalement en théorie inconciliables, mais le sport idéal, c'est celui qui arriverait à combiner les deux et à cumuler les deux. Aujourd'hui, ça existe, hein, ça s'appelle le combat total, le combat libre, le pancras, etc. Donc c'est vrai que idéalement, c'est ça, c'est d'arriver à être bon en percussion avec les jambes, bon en percussion avec les poings, bon en saisie, bon en projection, travail au sol, clé, étranglement. Voilà. Le danger, c'est qu'à vouloir être bon en tout, on peut être mauvais en tout. C'est un peu le danger aujourd'hui. C'est-à-dire que maintenant, il y a des combattants de combat libre, à part des types comme Fedor, qui étaient vraiment bons dans toutes les disciplines, où les types sont un peu... C'est de la mauvaise boxe thaï, de la mauvaise anglaise, et du mauvais judo, on va dire. Quoi. Ça peut être ça, quoi, le danger. Quoi. Mais idéalement, oui, ça serait ça. Mais moi, d'après mon expérience, quand on a été formé dans un sport, on a tendance à être un peu privilégié. Et quand on est formé à la percussion, on a beaucoup. C'est pas évident de mettre les mains, de toucher, etc., de saisir, d'ouvrir les mains, etc. Donc, en général, si je vois l'évolution là justement du combat libre, on a toujours un domaine de prédilection, c'est-à-dire amener le type au sol, être très fort en percussion des poings, etc. Donc, on est quand même toujours sur quelqu'un qui maîtrise quelque chose, qui est son domaine de spécialité, et qui connaît un peu le reste. Mais ça me paraît même pas possible, quelqu'un qui est bon, qui est polyvalent absolument, ça me paraît très difficile. Donc, même au niveau de la percussion, si on est bon en percussion de pied, c'est au détriment des poings, parce que c'est pas les mêmes appuis. Donc, quand on a un bon travail de jambes, si on lève les jambes, les appuis pour les poings sont moins bons. Si on privilégie les poings, les deux pieds sont au sol, on ne lève pas les jambes. C'est aussi par exemple le problème des types qui font du pied-point et qui sont bons en pied, c'est qu'ils ont tendance à être moins bons en poing. Par contre, les mecs d'anglaise qui sont très bons en poing ne sont pas capables de lever les jambes. Donc c'est toujours le problème de savoir si on essaie d'exceller dans une petite catégorie, d'être très puncher au niveau des poings, de tout jouer là-dessus, et sans ne pas se faire saisir, boxer reculant. Ou alors si on privilégie tout sur la saisie, la projection, clé, étranglement, ou si on essaye de savoir tout faire. En ce moment, la mode, c'est de savoir tout faire, et le danger, c'est d'être... Quand je vois en ce moment l'évolution du combat libre en cage, finalement, en ce moment, ce qu'on voit, c'est de la très mauvaise boxe anglaise, de types qui sont face à face et qui se boxent en crochet large, hein, avec un jeu défensif très faible, et un jeu de jambes très faible. Donc c'est un peu, paradoxalement, le combat libre au début, où c'était des types qui essayaient de saisir et d'amener au sol des gens de la percussion, en passant dessous, et en les amenant au sol. En ce moment, l'évolution assez intéressante sur les dernières années, c'est que finalement, on est revenu, si je vois les derniers combats de Fedor, qu'il a perdu d'ailleurs, c'est pratiquement que de l'anglaise, et de l'anglaise, crochet mi-distance, purement et simplement, il n'y a rien d'autre. Le mec prend plus le risque de lever la jambe, parce que c'est dangereux, on sort de ses appuis, ne cherche plus à saisir, n'amène plus au sol, cherche le KO en crochet à mi-distance. Donc c'est ça le paradoxe, c'est que le sport de combat idéal, c'est le sport où tu combines tout, mais plus tu combines des choses qui sont antagonistes et incompatibles, la percussion, saisie, projection, plus le danger, c'est d'être mauvais en tout. Voilà, donc en fait, je crois moi que c'est un grand combattant, c'est un type qui est très fort dans un domaine, très fort en pied, très fort en poing, très fort en clé par exemple, et qui maîtrise un peu le reste, c'est-à-dire qui est capable d'avoir un minimum de jeu défensif, par exemple notamment un type qui est très bon en anglaise,
pour faire du combat libre, il doit savoir bloquer les low kicks, parce que c'est ça qui est emmerdant, c'est se faire casser ses appuis. Mais lui, qui doit chercher, c'est le KO avec les poings, parce que c'est son domaine de spécialité. Hein. À l'inverse, un type qui est très bon en projection, travail clé, etc., ce qu'il doit éviter, c'est de se faire mettre KO en essayant de saisir. Donc il doit... Mais de toute façon, plus le combat est difficile et plus il est dangereux, plus de toute façon, on en arrive à essayer de placer sa spécialité. On essaie de placer son spécial, ce qu'on sait faire le mieux. Donc en fait, la réponse, c'est ça le paradoxe, c'est que le sport de combat idéal, ça correspond en fait au combat libre actuel. Et le danger, c'est qu'il y a un problème, c'est à vouloir être bon partout, on est mauvais partout. C'est le danger, c'est de finalement, en voulant saisir, de se faire mettre KO, en mettant un low kick, de se prendre une droite et de se faire coucher. Donc finalement, il semblerait que le mieux, finalement, c'est de travailler au mieux là où on est doué. Percussion au poing, percussion des jambes, saisie, projection clé, et de maîtriser un petit peu le reste à minima. Voilà, mais ça me paraît, finalement, ça me paraît toujours ça, la limite. Hein. Et en ce moment, finalement, le combat libre qui avait détrôné la boxe anglaise, parce que c'est vrai que la boxe anglaise est en déclin à cause du combat libre, en ce moment, dans la cage, j'ai remarqué que de plus souvent, on voit des types qui font de la mauvaise boxe anglaise, qui sont face à face et qui essayent de se mettre KO sur des crochets à mi-distance. Donc c'est assez marrant l'évolution, puisqu'au départ, c'était contrer la boxe anglaise en rentrant dedans et en amenant au sol. Et en ce moment, on arrive à un combat libre qui devient de la mauvaise boxe anglaise, où on se dit que si un bon boxeur d'anglaise revenait dans la cage, avec un travail de jambes et en sachant se déplacer latéralement, boxant vite, avec un jeu d'esquive, etc., il se finirait par gagner à nouveau contre des gars du combat libre. C'est une question assez intéressante. On va peut-être revoir des types d'anglaises revenir battre des mecs de combat libre, alors qu'au départ, le combat libre était là pour poser des problèmes aux types d'anglaises. Quand même, ça a été élaboré, les sports de combat idéaux pour étudier les plus efficaces, le Krav Maga notamment. Non ? Alors ça, moi, je sépare totalement les sports de combat des trucs militaires qui sont faits qu'on appelle du close combat. Moi, je pense que ça n'a rien à voir, parce qu'en fait, d'abord, les close combat, c'est fait pour des militaires en situation de guerre, ce qui est très rare. Les civils qui font du close combat ou du Krav Maga, en fait, c'est beaucoup de la mythologie, parce que d'abord, ils ne travaillent pas la condition physique, il y a très peu de travail de cardio. C'est essentiellement du travail dans consisté à shooter les couilles, donc il y a une technique assez minimale. Et puis de toute façon, comme c'est un travail dangereux à main nue, il n'y a pas de combat réel, ce qui fait que c'est entièrement toujours tu le ferais comme ça si. Mais il n'y a pas de mise de gants, il n'y a pas réellement de percussion, il n'y a pas de mise en danger avec le problème que ça pose au niveau de l'élévation du rythme cardiaque. C'est qu'en fait, ce sont des faux sports très fictifs, puisque c'est l'idée du cri qui tue, tu sais, ou du coup mortel, tu sais, et qui en réalité est totalement dans la fiction. L'intérêt de la boxe anglaise, auquel moi j'ai beaucoup cru, c'est que c'est un sport où tu prends beaucoup de coups de près dans la figure. Et il n'y a rien de plus stressant que de se faire frapper fort dans le visage. Tu vois, et qu'en fait, c'est le gros truc à surmonter dans le combat, c'est de rester, comment dirais-je, lucide et de travailler tout en prenant des coups dans le visage. On voit même des rugbyman, des bagarreurs, dès que tu te fais frapper au visage, si tu n'as pas l'habitude, ça pose des problèmes d'angoisse, de perte de maîtrise visuelle, de perte de lucidité. Et l'anglaise, pour ça, reste pour moi le sport roi, parce que c'est un sport où on travaille énormément de percussions dans le visage et on apprend à encaisser, à accompagner les coups dans le visage. C'est quand même là où il y a le cerveau qui bouge, etc. Et on apprend aussi à développer énormément le jeu défensif, justement parce que c'est très dangereux. C'est pour ça que moi, je crois quand même qu'entre un mythomane du Krav Maga et un professionnel de boxe anglaise qui a un peu de punch, je dirais que pour moi, le tueur, ça reste le puncher de boxe anglaise, quoi. Parce que lui, il sait rester face aux coups, il sait prendre les coups et continuer à en donner sans stresser, sans que ce rythme cardiaque s'élève, etc. Et ça, moi, je l'ai vérifié à l'époque où on avait des défis en pied-point avec percussion avec les karatékas. C'est que les karatékas, dès que tu les touchais, c'était la panique, parce qu'en fait, ils ne prenaient jamais de coups. Et en fait, tu vois, la boxe, quand même, la vraie boxe avec de la percussion et du contact, t'apprend à continuer à gérer, à fonctionner, à maintenir ta lucidité malgré les coups que tu reçois. Et tout change au moment où il y a de la vraie percussion. Alors dans le Krav Maga, ça serait valable si réellement les types à main nue pratiquaient totalement le truc. Mais comme ça serait très destructeur, ils ne le font pas. Ça veut dire que dans les trucs de Krav Maga, il y a des branleurs, souvent, qui ont peu de conditions physiques, qui sont élevés dans la mythomanie du coup qui tue et du coup définitif, avec des techniques assez peu évoluées, et qui en réalité, à mon avis, dans du combat réel, ne donnerait pas grand-chose. Moi, j'ai vérifié à l'époque où je m'entraînais chez Bretonnel qu'il y avait le Krav Maga, c'était au Boxing Club 1er et 2e arrondissement. Il y avait le cours de boxe anglaise, Bretonnel, avec des pros, etc.
et le Krav Maga. Et le truc des mecs d'anglaise, c'était d'humilier les mecs du Krav Maga. Et ceux qui baissaient les yeux, c'était les mecs du Krav Maga, jamais les mecs de la boxe anglaise. Il était implicite qu'aucun mec de Krav Maga n'allait ramener sa fraise devant un type qui avait un niveau en boxe anglaise, qui faisait des combats en amateur ou en professionnel. C'était implicite. De même qu'en karaté, c'était pareil à l'époque où je boxais à la SPTT, chez Le Janou, à l'époque rue de la Roquette. Il y avait le cours de karaté, c'était des étudiants en médecine qui poussaient des cris en faisant des gestes. Et il y avait le cours d'anglaise qui était des prolétaires et des sous-prolétaires. Et le truc, c'était de défier du regard et de se moquer des karatékas. Et jamais un karatéka n'aurait osé, malgré peut-être leur capacité à faire des revers tournants, sauter, le grand écart et des mawashi et tout ce que vous voulez, et jamais ils n'auraient osé se frotter à un mec de boxe anglaise. Jamais, c'était implicite. Ils étaient sûrs de prendre une branlée. Parce qu'ils n'étaient pas prêts, et mentalement et physiquement, à encaisser des coups violents à la face. Parce que c'est ça l'épreuve de vérité. C'est quand même d'encaisser des coups violents à la face. Et l'épreuve de vérité, elle est là. Et on voit d'ailleurs en ce moment dans le combat libre, j'ai regardé les derniers combats que j'ai vus, c'est des types qui sont face à face, au crochet, avec très peu de protection sur les mains. Et comme ils sont techniquement très frustres, ils se touchent, et en plus ils se touchent en contre, ce qui est le plus dur. Et c'est là qu'il y en a un qui est ébranlé. En général, quand il y en a un qui est ébranlé, il est terriblement diminué. Et après, c'est assez facile de l'amener au sol et de travailler. Donc ça reste, l'épreuve de vérité, ça reste quand même d'avoir la capacité d'encaisser, d'accompagner et d'éviter des coups à la face donnés violemment pour en donner soi-même. Quand tu as cette capacité-là, que te donne prioritairement la boxe anglaise, à mon avis, tu es quand même un très rude combattant. Voilà, et moi, dans ma vie à moi, je me suis toujours méfié terriblement des boxeurs d'anglaise qui punch et qui encaissent, des types à qui tu peux te faire saigner les deux mains et qui continuent à avancer sur toi sans paniquer, parce que c'est terriblement déstabilisant. Un encaisseur qui continue à travailler, tu lui as doublé le visage, c'est monstrueusement inquiétant. Là, tu as une vraie effet de panique. Ça, c'est le truc qui est le plus effrayant. Un encaisseur frappeur d'anglaise. Et le deuxième truc effrayant, c'est un judoka doué de constitution trapue. Un type que tu sais que s'il met les mains sur toi, c'est fini pour toi. C'est le dedans. Alors, effectivement, le combattant idéal, ça serait le mec trapu, qui est bon en anglaise à mi-distance, qui frappe et qui encaisse, et qui a une base de judo, de sambo. Et ça donne d'ailleurs Fedor. Tu vois. Donc ça, c'est le type, pour moi, c'est le meilleur combattant du monde. Ça donne Fedor, maintenant qui est trop vieux, si tu veux, mais qui pendant des années a été le type imbattable, avec un calme incroyable, énorme encaisseur, énorme frappeur, énorme technicien, debout avec les pieds, avec les poings au sol, etc. Donc, pour moi, c'est le combat idéal, je ne sais pas ce que c'est, mais le combattant idéal à une époque très récente, c'était Fedor. Franchement, Fedor, il y a 4-5 ans, parce que il travaillait beaucoup plus technique ces dernières années, il a simplifié sa boxe. C'est aussi le truc que les boxeurs vieillissants finissent par être moins exigeants avec eux-mêmes. Mais le Fedor d'il y a 5 ans était un type incroyablement impressionnant, de calme, de maîtrise, de punch, et de maîtrise de toutes les trucs. C'était, d'après moi, qui connaît bien les frappes de poing, c'est le seul combattant que j'ai vu avoir une technique qui lui permettait d'être efficace en frappe de poing au sol, ce qui est très rare, parce qu'il avait un travail de lever, il travaillait avec le dos, il était très très performant dans les frappes au sol, ce qui est un des rares, parce que les 3/4 des autres ils font ça, ils font comme ça avec la main. Lui, il avait une capacité à mettre KO en frappant au sol. Et c'est le génie de Fedor, c'est ça pour moi, à retenir. C'est le boxeur qui avait la technique pour être puncher en frappe de poing quand il dominait au sol, ce qui est très rare. C'est le seul que j'ai vu être aussi fort dans ce domaine-là. Si on veut finir là-dessus. Merci à vous.